Salut tout le monde, c'est moi, Anne-Marie, avec vous aujourd'hui en cette belle journée d'été toute humide. Bienvenue à l'effet de distanciation, un balado où nous parlons de la communauté théâtrale montréalaise et j'essaie d'aborder et de décortiquer les différentes questions qui, en tant que jeune artiste faisant ses débuts, m'interpellent. Chaque épisode, je contacte un ou une artiste avec qui j'ai toujours voulu parler et nous nous concentrons sur un sujet que je trouve particulièrement pertinent. Le thème d'aujourd'hui, c'est la recherche et la relation entre recherche et création. Est-ce que la recherche vient bloquer la créativité ou au contraire, est-ce qu'elle lui ouvre la porte? So, hi, my name's Annie. I'm a theater director and teacher here in Tiohtià:ke or Montreal, a city that I love. My passions are theater, community, and the creation of moments of encounter. I also love pies, especially when they have whipped cream on them, coffee, and sharpened pencils. Je suis bilingue et j'encourage fortement les conversations bilingues entre Montréalais. J'aime créer des ponts, donc mon podcast alterne entre des épisodes en français et en anglais. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de pouvoir interviewer une de mes collègues de classe, quelqu'un qui m'a impressionnée par ses connaissances, son éloquence, dès mon premier jour à l'UQAM, Emmanuelle Jeté. Alors, à part cette magnifique entrevue, qu'allez-vous entendre à l'émission d'aujourd'hui? Bon, comme mission créative, je vous donne un défi dramaturgique et je vous parle de mon propre processus de recherche en création. Ensuite, je vous conseille un texte et une vidéo, les deux mettant en scène la nourriture d'une manière hyper intéressante. Alors, sans plus tarder, passons maintenant au sujet principal de la journée. Est-ce que recherche et création sont compatibles? Alors, je trouve ça très intéressant, en fait, comment on oppose le monde académique et le monde artistique. Comment l'école et l'art semblent être à la fois compatibles et antagonistes. Je sais que j'en ai déjà parlé dans l'épisode 3 du podcast. C'est un sujet que je trouve très intriguant parce que culturellement, il y a comme cette distanciation qu'on met entre académie et art. D'un côté, on a l'artiste qui réfléchit son art et de l'autre côté, on a l'artiste qui vit son art. On a ces deux visions très opposées de cet artiste qui s'est tout appris par lui-même, qui est dans la pratique, dans la création, dans le ressenti, et l'autre qui serait dans le rationnel, dans l'intellectuel, dans la recherche. Donc, même qu'il y a certaines personnes qui pensent que aller à l'université ne sert strictement à rien pour l'artiste. Ouais. Que les profs de théâtre ou d'écriture à l'université sont eux-mêmes des artistes bloqués, qui détruisent les rêves de la relève et retiennent les langues créatives en mettant plein d'exigences, en donnant des devoirs, en ayant toujours besoin de justifier l'art qui est fait, de critiquer, de mettre en contexte. Donc, selon cette vision un peu binaire, le créateur construit et le chercheur déconstruit. Bon, disons que c'est pas vraiment mon avis. Je pense que c'est pas aussi noir et blanc. Étant donné que je suis moi-même une artiste qui s'assume comme artiste, mais qui en même temps adore l'école et qui adore aller en cours, qui adore apprendre avec un professeur, qui adore la critique, qui adore lire, aller à la bibliothèque, surligner des textes en jaune, les crayons à mine, comme je le dis dans mon introduction. Tout le kit. J'adore l'école. Et puis, en même temps, je sais que aller à l'école peut peut-être nuire à la création, à la créativité. Je me suis beaucoup demandé si j'allais même faire une maîtrise. Et je me suis beaucoup questionnée parce que je savais que le diplôme en soi allait pas changer ma carrière, allait pas faire en sorte que j'ai des contrats ou n'allait pas forcément me donner du talent, me donner des contacts, etc.
Alors, pourquoi m'inscrire? Mais je pense que comme beaucoup de gens, ce qui m'a attirée, c'est cette idée de faire une recherche-création. Donc, la recherche-création, c'est quelque chose d'assez unique. Et puis, l'UQAM est une pionnière un peu là-dedans. Cette idée d'allier recherche et création, de creuser un sujet qui m'interpelle avec une recherche académique très poussée, mais aussi de mettre en scène cette recherche-là. Donc, de transformer la recherche en images, en couleurs, en musique, de donner à la recherche un souffle, un corps, une voix qui est mienne, de personnaliser la recherche. Et je pense que ce qui m'a aussi beaucoup attirée, c'est mon amour des questions. Quand je fais un projet de théâtre, je pars souvent d'une question. J'aime les projets qui cherchent les questions plutôt que les réponses. J'aime les projets qui interrogent la société, qui viennent poser un regard critique. Donc, pour moi, ça, c'était des indices que de faire une maîtrise, c'était le bon choix. Donc, ouais, je voulais partager mon expérience parce que si jamais il y a des auditrices, des auditeurs qui pensent peut-être faire une maîtrise à l'UQAM ou ailleurs, j'ai 2 conseils. Donc, mon premier, ce serait sois vraiment certaine que tu aimes la recherche en tant que telle. Mais, tu sais, la recherche, c'est pas forcément quelque chose de sec et vide. Je pense que la recherche, c'est une manière de penser. C'est juste l'idée de se pousser, d'élargir sa réflexion, de penser comme un chercheur. Donc, de structurer un projet et organiser des laboratoires. Vraiment comprendre un sujet dans toute sa complexité, dans toutes ses nuances, de fond en comble, sous tous les angles. Tout ce travail-là, c'est pas de l'art à proprement parler, mais je pense que l'artiste a tout à gagner à savoir condenser, articuler, structurer, communiquer. C'est des très bonnes qualités pour l'artiste, puis c'est très enrichissant d'apprendre à faire ça. Mais ça devrait pas venir remplacer non plus la pratique. Ça devrait pas remplacer le temps que moi, je mets de côté pour rêvasser dans un café ou colorier, regarder le ciel, lire, écrire une chanson, travailler avec des acteurs, juste créer. Parce que je pense que c'est ça. Création, recherche sont compatibles, mais c'est 2 états d'esprit différents qui se complètent, qui se nourrissent, mais qui font appel à différentes parties de nous. Et ouais, mon dernier conseil, c'est juste... en fait, ça vient pas de moi, mais c'est Camille Renard, je sais pas si vous vous souvenez, ma professeure à l'UQAM qui était venue sur l'épisode 1. Donc, elle disait, puis ça m'a vraiment marqué, que s'il y a un auteur ou un sujet qui vient te chercher, tu sais, vas-y à fond, là. Retiens-toi pas, va à 100% dans ce sujet. Et c'est ça qui est le fun. C'est pour ça que je pense que c'est ça le but d'une maîtrise. C'est pas forcément de penser dans la largeur, mais en profondeur. Donc, t'as pas besoin de lire 50 000 auteurs de la théorie du théâtre, mais qui t'intéressent pas. Tu peux vraiment choisir de te concentrer sur ce qui te passionne et de lire 50 000 textes de cet auteur-là. Ouais, je pense que c'est ça qui est le fun, comme je disais, de vraiment cerner qu'est-ce qui nous passionne, puis d'avoir le temps, l'espace, les moyens d'aller à fond dans cette passion. Voilà. Nous allons maintenant passer à notre entrevue avec Emmanuel Jeté.
Emmanuelle a complété un baccalauréat en études théâtrales à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM. Et elle y poursuit présentement une recherche-création sur le théâtre féministe argentin dans le cadre d'une maîtrise en théâtre. Son parcours comprend notamment une session dans un programme de mise en scène à Valence, en Espagne. Elle travaille actuellement comme conseillère en dramaturgie, metteur en scène et assistante de recherche pour le groupe de recherche Print. Elle collabore également depuis 3 ans avec le Festival Transamérique à l'occasion des cliniques dramaturgiques et de l'accueil des professionnels internationaux. Elle s'implique aussi auprès de la SCET, Société québécoise d'études théâtrales, comme responsable des communications. D'ailleurs, la SCET et l'ACRT organisent un événement très bientôt appelé Partition Ensemble, qui aura lieu du 27 juillet au 9 août. Restez à l'affût des événements pour chercheuses émergentes sur le site partitionensemble.com. Donc, toi, c'est quoi ton rapport à la recherche en général? Et je sais aussi que tu as de l'expérience en tant que conseillère dramaturgique. Donc, dans ton expérience à conseiller des metteurs en scène, quel lien est-ce que tu voyais entre recherche et création? Sont-ils compatibles, complémentaires, contradictoires? Ben, déjà, je peux commencer un peu par d'où je viens. Oui. En fait, c'est que j'étais destinée à une carrière en sciences naturelles, sciences vétérinaires. Donc, vraiment, je me destinais pas du tout à l'art, au théâtre, aux études théâtrales. Tu sais, j'ai un parcours scientifique au secondaire, au cégep. Et c'est rendu au cégep où j'ai vraiment eu la piqûre pour le théâtre puis pour la recherche en théâtre. Mon ex était en scénographie, donc j'avais déjà un peu de connaissances là-dedans. Puis j'avais fait de la troupe en théâtre aussi. Bon, c'est les expériences du cégep, là, les expériences du collège. Puis j'ai décidé de rentrer en études théâtrales parce qu'il y avait à la fois l'aspect théorique, l'aspect histoire du théâtre, mais aussi de la mise en scène. Puis c'est vraiment vers ça que je voulais me diriger. Puis au fur et à mesure, donc j'ai eu le cours de conseil en dramaturgie, des cours le projet synthèse qui invitait à faire une recherche vraiment autour d'un sujet. Puis je me suis vraiment passionnée là, pour ça. Et, et donc, de fil en aiguille, j'ai comme peaufiné ma pratique, mais je suis encore au début de ma carrière, là, ça c'est certain. Mais je commence à avoir des bases, à avoir des contacts, à travailler un peu dans plusieurs types de milieux. Puis, en fait, c'est que pour moi, la création, puis je dis rien de nouveau en ce moment, là, c'est vraiment, ça se base sur les créations d'avant. Il y a pas de, pour moi, l'originalité provient de l'agencement des matériaux, des formes, des idées, mais tout vient de quelque part. Et donc, je pense qu'une création ne peut pas advenir sans qu'on pose un regard sur l'ailleurs et sur l'autre avant de le diriger vers soi et vers sa propre création. Donc, je pense que pour moi, la recherche et la création, c'est complètement complémentaire et interdépendant. Après, c'est sûr qu'en mise en scène, il faut pouvoir, en création en général, là, il faut pouvoir se détacher un peu justement du regard analytique, historique, contextuel pour faire émerger l'insoupçonné, l'instinct, l'état brut de la création. Puis c'est pour ça que je trouve le métier de dramaturge complètement passionnant parce que ça, en fait, c'est qu'on vient épauler la création en laissant justement la création advenir tout en gardant contrôle un peu sur la structure puis sur le contexte de l'œuvre. Donc, je me vois un peu comme un fil d'Ariane. Tu sais, au rythme de l'artiste, on avance dans la création, mais on pose des pierres, comme à l'espace, par exemple, pour créer un chemin qui est quand même structuré, qui est balisé par toutes sortes de références, toutes sortes d'inspirations. Puis je pense que c'est ça qui solidifie l'œuvre. Je pense vraiment une œuvre qui s'adapte à son contexte, qui s'adapte aussi à ce qui se fait présentement. Toujours avoir un regard un peu vers l'extérieur, c'est pas d'avoir de hier. Je trouve ça super important. Puis c'est ça qui me passionne de mon métier, en fait. C'est d'accompagner la création, mais de rester le pied dans la recherche. OK. Ah, je savais pas que tu avais étudié en sciences avant. Ah, c'est vraiment drôle. Est-ce que tu penses que tu le mentionnais parce que tu penses que ça a joué un peu dans comment tu es en tant qu'artiste? Tu es très comme
méthodique puis analytique un peu? Je pense vraiment avoir un cerveau scientifique puis un cerveau artistique. Depuis que je suis toute petite, je joue un peu dans la bande. Puis la médecine vétérinaire, je ne l'ai pas complètement écartée de mon futur. Là. Je me dis que peut-être un jour, je pourrais faire ma médecine vétérinaire. C'est peut-être une utopie là, dans ma tête, mais en tout cas, rapidement, je me suis dit qu'il faut arrêter avec les frontières entre sciences et art ou même, on va venir plus tard là, à intellectuel, artiste. J'ai vraiment de la misère avec les frontières puis avec les définitions extrêmement précises. Je pense que oui, j'ai un esprit méthodologique, de protocole, mais j'ai un côté paresseux aussi. Puis je pense qu'il faut ouvrir les portes. Puis c'est pour ça que je travaille avec le print, là, pratique interartistique, pour essayer de décloisonner les disciplines, essayer de décloisonner les pratiques pour comprendre comment peuvent s'arrimer plusieurs pratiques, plusieurs types d'intelligence aussi. Je trouve ça important de le nommer. OK, cool. OK, fait que je vais... Julia Cameron, qui a écrit The Artist's Way, qui est comme ce livre très connu sur le processus artistique et qui est très anti-université, qui est très pratico-pratique. Donc, elle dit The entire thrust of intellectualism runs counter to the creative impulse. Artistic rigor is grounded differently than intellectual life usually admits. Artists and intellectuals are not the same animal. Donc, que l'intellectualisme est contraire à la créativité, que l'artiste et l'intellectuel sont complètement différents, pas la même bête. Donc, es-tu de cet avis? En fait, c'est ça, c'est qu'on parlait de la charge des mots tout à l'heure. Je pense qu'il y a une grande pression sur le mot intellectuel puis sur le mot artiste. Juste pour le mot intellectuel, on se fait tout de suite une image dans notre tête de ce que c'est un intellectuel. Et donc, moi, j'hésite à me dire intellectuel parce que, oui, j'ai l'amour de la lecture, j'ai l'amour de la recherche, je suis en maîtrise, je suis à l'université, mais j'ai une certaine paresse aussi. J'ai mon côté plus désorganisé, j'ai un côté structuré. Donc, je pense qu'il faut juste enlever cette charge du mot. Et en études féministes, on nous apprend aux femmes à se définir nous-mêmes et pas attendre la reconnaissance parce que sinon, on ne l'aura jamais. Et donc, j'ose et je dis oui, je suis une intellectuelle, puis arrêter de vouloir me rabaisser en disant qu'un intellectuel, c'est telle chose et pas une autre. Je pense qu'il y a plusieurs portraits d'intellectuels, puis j'aime apprendre. Fait que je pense qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui aime apprendre, qui aime aller au bout des choses, puis qui aime aller à la recherche des réponses. Donc, oui, je me dis intellectuel. Puis le mot artiste, encore une fois, est chargé de tout un sens. On dirait que moi, je l'associe, en fait, pour être artiste, il faut avoir produit quelque chose. Et ça, je suis contre ça parce que être artiste, c'est pas être productif. Être artiste, c'est avoir un mode de vie ou même un mode de pensée qui ouvre à la création, qui ouvre à voir le monde autrement. Donc, je pense qu'être artiste peut se faire dans son quotidien aussi sans avoir produit de spectacle ou produit une quelconque œuvre. Donc, j'ose et je me dis intellectuel et artiste selon mes définitions. C'est génial! Yes! Ouais, je pense qu'il faut décloisonner ces catégories-là, puis revenir à l'essentiel. Puis, tu sais, je pense que le monde académique le réalise à quel point il manque du pratico-pratique, il manque des professionnels du pratique, vraiment qui ont une pratique artistique. Puis je pense que l'UQAM essaie d'ouvrir les bras à ces gens-là. Donc déjà, juste à la maîtrise, toi, tu as une pratique artistique, une pratique professionnelle. J'étais une des seules là, qui arrivait du bac. Tout le monde dans notre cohorte, c'était surtout, c'est des gens qui ont 10 ans d'expérience, 15 ans d'expérience, que ce soit en enseignement, que ce soit en dramaturgie, que ce soit en mise en scène, peu importe, mais je pense que le monde essaie de s'ouvrir à ça tranquillement et c'est pourquoi aussi il y a le programme de recherche-création. Je pense que c'est l'idée d'amener le pratique dans la recherche et dans l'académique. Mais c'est sûr que dans une recherche, comme on nous demande à la maîtrise, il faut comme prévoir les résultats. Tu sais, quand on a une méthodologie en sciences, c'est pareil, il faut un protocole super précis. Il
faut prévoir les résultats, prévoir aussi qu'est-ce qu'on va faire si ça ne devient pas exactement ce qu'on avait prévu. Et ça, je pense qu'en création, c'est un cul-de-sac parce que la création, c'est l'insoupçonné, c'est le spontané, c'est l'impulsion. On ne peut pas toujours tout prévoir. Puis je pense que c'est là où j'ai un petit blocage dans mon propre projet. C'est que je n'arrive pas à voir qu'est-ce que ça va donner et vers où je m'en vais, alors qu'on nous demande déjà à mi-parcours d'avoir une vision très claire de l'entièreté de notre projet. Donc, c'est sûr que là, il y a peut-être quelque chose de moins complémentaire, de moins... c'est un rapport un peu forcé, mais je pense que les choses bougent tranquillement à l'université. Puis, avec la SQUET, Société québécoise d'études théâtrales, on avait fait une journée de rédaction. Tu étais là d'ailleurs, en novembre dernier, en novembre 2019. Puis, on avait invité trois conférenciers, conférencières à venir présenter leur parcours après études supérieures pour essayer justement de montrer la pluralité des portraits puis la pluralité des voies à prendre après des études supérieures. Comme quoi, en étant en recherche, t'es pas voué à vie à la recherche. T'sais. La recherche peut s'immiscer un peu partout. Donc, on avait quelqu'un qui est rendu dans le monde administratif, je crois, puis il y avait surtout un artiste que je ne nommerai pas là, pour la confidentialité, mais un artiste qui a étudié une notion plus en profondeur dans sa recherche-création à la maîtrise et qui maintenant l'utilise partout dans sa création. Puis il est engagé par beaucoup de metteurs en scène. Donc, c'est ça que je trouve beau aussi du programme de recherche-création, c'est que ça permet une espèce d'envolée. Puis aussi d'approfondir peut-être un aspect de ta pratique. Ou dans mon cas, c'est plus comme un tremplin. Tu sais, je me lance dans une première recherche-création personnelle. C'est la première fois que je fais ça. Donc, c'est sûr que je m'empêtre un peu les pieds, mais je trouve que ça vaut la peine de pouvoir explorer comme ça. Puis l'école devrait être faite pour ça. Là. Elle devrait être faite pour explorer ces choses-là. Wow! C'est si beau! Cool, merci. Alors, bon, tu as parlé de différentes choses qui pourraient potentiellement bloquer l'artiste. Donc, cette idée d'essayer de décider à l'avance le produit final, l'idée juste même de devoir produire. Je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce que tu penses que la recherche peut aussi bloquer peut-être parce que, comme on disait avant, c'est pas le même langage, disons, ouais. Ouais, c'est ça, ou c'est soudainement comme, je pense, peut-être pour moi, c'est ça aussi que je trouve difficile, c'est je me noie, il y a tellement de choses à lire, puis je perds comme cette chose que je voulais juste dire à la base, moi, du fond du cœur au début, puis, mais là, c'est comme, je suis où, tu sais? Moi, je proviens à la base de la recherche et je m'en vais vers la création. J'avais fait de la création avant aussi, mais dans un cadre moins professionnel ou moins structuré. Puis là, fait que moi, je pars vraiment de la recherche pour aller vers la création. Donc, c'est sûr que pour moi, ça m'ouvre des portes, tu sais, ça permet à la création de jaillir. Mais moi aussi, je me perds dans des concepts, je me perds dans mes lectures. Je pense qu'il n'y a rien qui peut nous préparer à la recherche. Je pense qu'il faut le vivre, il faut l'expérimenter. Puis si on voit qu'au cours de la recherche, ça bloque, ben je pense pas que c'est nécessairement le langage de la recherche qui bloque. C'est peut-être juste une notion, c'est peut-être juste quelque chose qu'il faut approfondir ou mettre de côté même. Carrément mettre de côté. Je pense des fois, il faut faire des choix. Moi, je suis toujours dans la myriade de possibilités. J'aime vraiment ça, m'ouvrir toutes les portes possibles. C'est un projet beaucoup trop gros pour le peu de temps que j'ai. Puis il faut réussir, fermer des portes, quitte à y retourner plus tard, tu sais. Donc, je pense qu'en création, veut pas, il y a le même processus de se buter à des obstacles qui soient d'ordre matériel, mettons. Peut-être que c'est un matériau qui ne fonctionne pas dans notre création. Peut-être que c'est un interprète ou une interprète qui a un décalage avec la création. Tu sais, peu importe c'est quoi l'obstacle, après, il faut faire des choix. Puis je pense que la recherche peut avoir l'air très intimidante. Autant, je pense que c'est vraiment aux universités de changer leur approche puis d'amener les étudiants et étudiantes vers quelque chose de plus simple puis de plus accessible.
Mm. Bon, j'ose croire que l'UQAM est dans cette voie-là, mais il y a encore du Ouais. travail à faire, ça c'est sûr et certain, parce que il y en a qui débarquent de la maîtrise, tu sais, Mm. c'est pas infaillible, là. Ça vaudrait vraiment la peine de permettre aux créations d'avoir accès à ces outils-là, parce que Mm. selon moi, ça structure, ça solidifie énormément une œuvre. Euh, Ouais. Juste qu'il y ait un contexte. Moi, je travaille beaucoup pour le contexte. Expliquer, Mm. pas nécessairement dire qu'est-ce que l'œuvre veut dire, mais dans quoi elle s'inscrit. Je pense que Mm. c'est le plus important. Pour comprendre une œuvre, il faut savoir dans quoi elle s'inscrit. Puis la recherche permet ça. La recherche permet de créer un contexte, d'aller décortiquer c'est quoi les éléments de base du projet. Puis après, on peut se laisser aller dans la création. Cool. Ah. Moi, j'aime beaucoup comment tu as dit ça, dans quoi elle s'inscrit. Donc, aurais-tu des conseils pour, mettons, quelqu'un qui n'aurait jamais fait de la recherche? Vraiment comme une praticienne pure. Euh, ben, j'ai deux conseils, mettons, là. Ben d'abord, faire appel à une dramaturge. C'est déjà ça. Je pense que juste d'entrer en contact avec quelqu'un, d'entrer en dialogue avec quelqu'un qui a ces outils-là, qui a cette Ouais. expertise-là, déjà, c'est un premier pas vers un approfondissement de sa pratique en recherche. Tu sais, là, je prêche pour ma paroisse, pardon. Mais je pense qu'il faut vraiment valoriser ce travail-là pour Ouais. justement pas avoir des créateurs, créatrices qui se noient dans une marée d'outils et d'informations. On est Mm. là pour ça. On est là pour tenter de nommer les choses, de les peaufiner, de les réorganiser. On sert à ça. Donc, en tout cas, c'est comme ça Mm. que je vois mon travail. Donc, je me dis, déjà, c'est un premier pas. Si quelqu'un a vraiment aucune idée de comment organiser ces choses, ben juste faire appel à une dramaturge. Euh, Puis aussi, élargir le temps de création. Euh, Mm. Ça, je pense que c'est la clé numéro un parce que la recherche se fait pas en très peu de temps, ni la création non plus se fait pas en très peu de temps. Puis au Québec, on a de la misère avec les délais. C'est des délais très, très courts. C'est des Ouais. commandes. C'est aussi pour gagner son pain, là. C'est vraiment une question de salaire. Mm. Mais encore une fois, avec le print, l'an dernier, on a fait un 5 à 7 qui interrogeait certaines artistes, qui repensent les façons de créer, les temps de création. Donc, Mm. plutôt que de travailler sur un 4 mois, ils travaillent sur des années. Et Ouais. comment ça les aide aussi dans leur création. Et je pense que c'est tellement bénéfique à long terme parce que tu as le temps de faire des allers-retours, d'avancer dans quelque chose, finalement, de passer à autre chose. C'est pour ça aussi les cycles supérieurs sont de longue durée. Je pense que le temps, on a besoin de temps, tout simplement. Ouais. Justement pour approfondir les outils, mais juste pour se plonger dans le sujet, se plonger dans le contexte, essayer de situer son œuvre. Je pense Ouais. que c'est vraiment, c'est le défi principal pour essayer de repenser des structures alternatives, penser autrement la création au Québec. Des saisons où il y a 8 shows par année, puis ça se fait en Mm. bloc de 3 mois. Je pense pas que c'est viable, puis je pense pas que c'est intéressant. Non. Moi, depuis, en fait, je m'étais comme donné, j'ai des tocs hein, dans la vie, j'essaie de m'organiser, puis de tout suivre, puis j'ai vraiment le fear of missing out, le FOMO. Ouais. Au bac, j'essayais d'aller tout voir. Tu sais, on a des prix spéciaux en tant qu'étudiant en théâtre, et Wow. je m'épuisais à aller tout voir, puis j'en avais Ouais. quoi, 10%, 15% des créations que j'allais voir. Fait que là, il y a une année où je me suis dit, ah, ben, je vais aller voir juste des shows mis en scène ou écrits par des femmes. C'est comme Mm. ma contribution, puis ça me permet de réduire l'entonnoir un peu. Mais Ouais. là, ah, il y avait tel show mis en scène par tel artiste qui est un homme que j'aime bien. Ah, OK, je vais aller le voir quand même. Puis là, je faisais cette sélection, puis je revenais au même problème qu'au final, il y en avait peut-être 10 ou 15% que j'aimais, tu sais. Donc là, Mm. l'année dernière, ce que j'ai fait, avant la pandémie, là, j'ai choisi des théâtres qui justement offrent des modes de production alternatifs. Donc, je Mm. pense au MAI, je pense Ouais. à la Chapelle, aux Écuries. Pour moi, c'est des théâtres qui ne suivent pas justement un mode de production. Ils suivent un mode de création Mm. qui est dans un meilleur respect de l'artiste, puis aussi qui va chercher des artistes plus underground, donc des artistes qu'on voit moins sur les scènes institutionnelles. Donc là, Ouais. c'était comme, encore, je réduis un peu l'entonnoir. Euh,
Mais après, là, je me dis, je vais aller voir quelques pièces qui me passionnent beaucoup, vraiment, puis que je connais les artistes parce que Ouais. il y a trop de choses parce qu'on crée en trop peu de temps et Ouais. donc on crée à la chaîne. Puis Hmm. c'est vraiment pas, je pense, bénéfique pour le milieu de la culture parce qu'on s'essouffle. Puis Ouais. le public se tanne aussi. Donc, je sais pas. C'est des grandes questions, là, mais avec le print, Ouais. on va essayer d'aller à la Mhm. rencontre de ces artistes-là, puis repenser ces modes de Ah, création. j'adore. Ouais. Mais c'est tellement drôle parce que je pense que j'entends cette phrase tout le temps des Ah ouais, hein? artistes cette année, là, de comme on n'a pas assez de temps, il faut prendre plus de temps, comme une variante sur ça, mais c'est vraiment, je l'entends tout le temps, puis je pense que mais c'est parce que les artistes souffrent, là. Ouais. Mais déjà, les anglophones, ils trouvent que comme les francophones, tu sais, genre, ah, on a tellement plus de temps. Et je suis comme, ah ouais, mais les francophones se plaignent comme tout autant. Dernière chose, je vais être une nerd puis te poser des questions sur le FTA. Euh, parce que c'est tellement cool que tu travailles là, oh my God. Très, très cool. Quelle est la place de la recherche dans un festival comme le FTA? Est-ce que c'est très axé sur la recherche? Euh, déjà pour le FTA, donc ça fait 3 ans que je travaille pour le FTA. D'abord, j'étais Nice. stagiaire, puis je remercie Émilie Marticoune qui travaillait à l'UQAM puis qui m'a fait rentrer comme stagiaire. Après ça, l'année d'après, j'étais assistante et cette année, j'étais dramaturge adjointe. OK, Euh, wow. et j'adore travailler pour le FTA. C'est vraiment un espace merveilleux Ouais. justement pour la réflexion, pour l'émerveillement, pour, euh, pour le débat d'idées. En tout cas, c'est un endroit absolument incroyable où travailler. Après, je suis pas dans l'équipe permanente. Là. Je suis quand même encore un peu Ouais. extérieure. Mais donc, de ce que j'ai pu observer, moi, j'ai tellement d'admiration pour ces festivals. Puis la recherche de ce que j'ai pu voir est omniprésente, là, dans le sens Ouais. il y a une dramaturge et il y a une conseillère artistique, dramaturge et conseillère artistique, là, c'est la même personne, Jessie Mm. Mill, Ouais. avec qui je travaille donc, pour les cliniques dramaturgiques. Ouais. Euh, et elle et Martin Fauché, donc pour la programmation, font énormément de voyages, voient énormément de shows. Donc, tu sais, si moi je dis que je vais voir beaucoup de shows, ben Jessie et Martin vont en voir comme 3 fois plus, tu sais. Tu sais, quand je parlais du contexte, dans quoi ton œuvre s'inscrit, ben il faut que tu saches qu'est-ce qui se passe en parallèle Mm. ailleurs dans le monde, dans ta localité, ailleurs au pays. Euh, donc déjà, juste d'aller à la recherche des regards différents, d'aller à la recherche des différents points de vue, des identités aussi à travailler, des Ouais. idées qui se partagent. Juste dans la programmation, il y a une énorme part de recherche. Mais en fait, j'avais plus envie de parler d'un projet qui est né ce printemps, à Mm. l'initiative donc de Jessie. C'est le balado Habiter la vie. C'est un balado qui est né en fait de la nécessité de faire quelque chose malgré l'annulation du festival. Et Mm. c'était, en fait, c'est qu'il y avait des rencontres prévues au QG du FTA pendant le festival qui ont été transposées en podcast. Mm. Et ça a fait, en tout cas, selon moi, des objets vraiment précieux puis très, oui, actuels, mais aussi intemporels, dans le sens qu'on va pouvoir les réécouter l'an prochain puis ça va résonner autrement. Ouais. Peut-être juste pour mettre en contexte les auditeurs, les auditrices, c'est 4 épisodes, un avec une politicologue, Dali Giroux, euh, Mm. un avec une aînée Abénaki, Nicole Obomsawin, et un cher Soufi, Omar Koné. Mm. Un autre épisode avec un ornithologue, Olivier Barden, et le dernier avec l'écrivain Daniel Canty. Puis en Wow. fait, juste d'aller à la rencontre de ces esprits-là. Donc, Jessie les appelle les sages, les grands sages. Juste aller à la rencontre de ces paroles-là qu'on entend très peu dans la place publique. Euh, Toute l'idée aussi d'aller à la rencontre d'un ornithologue puis de poser des questions sur les oiseaux, sur ceux qui sont omniprésents dans la ville et qu'on entend peu ou pas et pour lesquels on les prend pour acquis, en fait. Je pense que ça témoigne de la sensibilité puis vraiment de la curiosité aussi du festival FTA. Je pense Mm. que c'est un festival tourné vers l'ailleurs, vers le monde. Ben, Mm. j'ai collaboré à la création de ces balados-là, puis je les ai trouvés Ah ouais. vraiment, vraiment magnifiques. Wow.
Bravo, Emmanuel, c'est trop cool! Dans la suite de notre conversation, Emmanuel a continué de me prouver comment le FTA est un excellent festival, mais je le savais déjà. Non seulement en raison des spectacles incroyables qu'ils offrent, mais à cause du soutien financier et dramaturgique qu'ils offrent à leurs artistes. En tout cas, merci Emmanuel pour cette très belle entrevue. J'ai appris plein de trucs et merci d'avoir pris le temps de nous parler. C'était un plaisir. Alors maintenant, pour la recommandation artistique de la semaine. Je me suis dit que ça pourrait être le fun de vous expliquer un peu c'est quoi mon sujet de recherche à la maîtrise et vous parler de 2 œuvres d'art qui m'ont beaucoup inspirée cette année et qui guident ma recherche présentement. Donc, en fait, j'ai décidé d'examiner dans mon mémoire création la présence de la nourriture dans l'art, la présence de la nourriture sur scène, dans les salles de répétition et la relation que je vois entre l'acte de cuisiner et de nourrir et l'acte de créer. Donc, c'est un projet qui est sorti du constat que l'esthétique de la nourriture et les différentes dimensions symboliques de la nourriture reviennent très souvent dans mes mises en scène. Et aussi le fait que mon approche à la mise en scène, comment je le conçois dans ma tête, c'est une approche qui est un peu semblable à celle de l'hôte qui reçoit des invités. J'aime beaucoup les notions de partage, d'hospitalité, de convivialité au théâtre. Donc, bref, en résumé, c'est ça. Donc, cette semaine, puisqu'on parle de recherche, j'aimerais vous conseiller la série qui s'appelle Forks and Films. C'est un projet du Cinema Arts Center, qui est un centre américain dédié à l'art du cinéma, qui, durant la pandémie de COVID-19, a décidé de faire quelque chose de très original. En fait, ils ont invité un chef professionnel à recréer les plats les plus iconiques de films célèbres. Donc, par exemple, ils ont fait un spaghetti aux boulettes pour La Belle et le Clochard. Ils ont fait de la ratatouille pour le film Ratatouille. Ils ont fait du goulash qui est dans le Grand Budapest Hotel. Donc, c'est vraiment un concept que je trouve ingénieux. Il y a quelque chose de, de délicieux, d'enchanteur de pouvoir comprendre comment recréer la nourriture qu'on voit à l'écran, surtout si c'est dans un film qu'on aime beaucoup, dans un moment dans un film vraiment important. Souvent, la nourriture a une place très importante dans nos histoires. L'autre chose, c'est que je voulais vous conseiller la poésie de l'auteur autochtone Tommy Pico. Donc, il y a 3 recueils de poésie qui m'intéressent vraiment, qui s'appellent Food, Feed et Junk. Et sa poésie est vraiment sensorielle, viscérale, charnelle, explosive. Franchement, j'adore. Voici un petit extrait pour vous donner l'appétit. Donc, Dear reader, we are in a pot. One of us is the vegetable, and one of us is the water. I can't tell who is cooking who. Cutting is decisive and precise. In what other context do you get to grip a knife like you do when preparing ceviche? Prep is so violent, right? Scrape out the tomato, smash the lemons and the limes, rip off the shrimp tails, slice open the cucumber, the onions, the chilies into smaller and smaller minces. I'm obsessed with softening, the going in between. Donc voilà, je vous invite à découvrir Tommy Pico et la série Forks and Films. Et maintenant, une petite mission créative pour vous. Donc, cet outil que j'utilise, ça s'appelle l'archive 3x3. Je l'utilise dans chaque processus de mise en scène que j'ai fait depuis 2017. Et c'est pas moi qui ai inventé ce concept. C'est une personne vraiment brillante qui a collaboré avec moi sur plusieurs projets, Peter Shaw. Donc, c'est un outil qu'on utilise ensemble depuis 2017 quand on veut faire de la recherche sur un projet. C'est vraiment très simple. Pour moi, c'est ça qui est cool. Ça structure la recherche d'une manière vraiment claire.
est simple, puis ça ancre la recherche, non pas dans le théorique ou l'abstrait, mais dans l'étude d'œuvres d'art vraiment inspirantes. Ça nous pousse à aller chercher des œuvres d'art qui nous inspirent. Donc, en gros, le concept de l'archive 3x3, tu prends une fiche Excel où tu crées un tableau sur Word et tu crées 3 colonnes. Donc, la colonne 1, c'est la colonne visuelle. Après, il y a la colonne textuelle et la colonne sonore. Et ce que Peter avait pensé, c'est qu'à chaque semaine de répétition ou chaque semaine du projet, tu dois chercher et lister 3 sources pour chaque colonne. Ce qui veut dire qu'à la fin de chaque semaine, tu auras cherché 9 sources d'inspiration sur le sujet que tu examines, mais des sources d'inspiration vraiment diverses. Donc, admettons que tu veux faire une recherche sur le sujet des prisons au Canada. Tu devras trouver pendant chaque semaine du projet, mettons 3 chansons ou podcasts qui parlent de prison dans la colonne sonore, 3 images ou films dans la colonne visuelle et 3 textes autobiographiques ou poèmes ou articles de journaux. Ça peut être aussi vraiment intéressant de chercher des sources de catégories différentes. Mais voici la clé du succès pour l'archive 3x3. Une fois que tu as trouvé les 9 sources pour la semaine, tu t'arrêtes. Tu n'es pas en train de te noyer dans des pages et des pages infinies de recherche. Tu te concentres sur les 9 trouvailles de la semaine. Donc voilà, je sors un peu de la norme cette semaine, mais votre mission, c'est de créer cette archive de recherche de sources d'inspiration. Si vous êtes en plein dans un projet artistique en ce moment, que vous cherchez de l'inspiration, ou peut-être que vous n'êtes pas dans un projet, mais vous êtes simplement curieuse à propos d'un sujet, ça peut être une vraiment cool manière de structurer la recherche, comme je disais. Ça donne une base, plutôt que de se demander, OK, je cherche où, je cherche quoi. Non, je cherche 3 textes, 3 musiques, 3 images. Déjà ça, c'est une quantité énorme. Voilà, archive 3x3. Essayez ça, ça vaut le coup. Et voilà ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Ce balado a été créé par moi, Anne-Marie Saint-Louis. La musique est du super groupe Blue Dot Sessions. Un gros merci à Emmanuel Jeté pour ses belles réponses à mes questions, son audace féministe et ses sages conseils de décloisonner les disciplines. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, allez écouter les autres épisodes. Parlez-en à vos amis et vos ennemis. Écrivez-moi un petit message. Il me fera grand plaisir de vous rencontrer virtuellement. Merci, très chères auditrices et auditeurs, car c'est grâce à vous que cette émission continue. C'est drôle, récemment, j'ai été très inspirée par vous, par toutes les entrevues que j'ai faites pour ce podcast. Les artistes avec qui je parle me font des confessions vraiment intéressantes sur l'art, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils ne diraient à personne. Ça m'a donné envie de créer un épisode spécial bonus appelé « Confessions d'art ». Vous détestez les entr'actes, vous n'avez jamais lu Ionesco, vous vous endormez durant les spectacles. J'aimerais ça entendre vos confessions. Donc, si vous aimeriez m'écrire, vous pouvez me contacter @Anne-Marie Saint-Louis sur Facebook ou @Créactif sur Instagram. Thanks again, dear listener, and remember, take heart and make art. Bye!